visite doctorant, c'est des échanges. C'est toujours très agréable de découvrir l'éventail qui est très large, les travaux qui sont menés. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Lorna. Je viens d'arriver au laboratoire Epsilon cette année pour ma première année de doctorat. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de thèse qui est en cours de construction encore. Il s'intitule Agentivité et sensorimotricité. Comment une agentivité élevée facilite l'adaptation des actions d'individus dans son environnement, et perspectives et applications appliquées aux personnes en situation d'handicap moteur. Donc, il est réalisé sous la direction de Lionel Brunel et de Carolina Mutsopoulou. Donc, bien qu'une perspective d'étude auprès d'une population en situation de handicap est envisagée, nous avons préféré rester sur une approche assez fondamentale en nous concentrant vraiment sur le lien entre l'agentivité et les capacités sensorimotrices des sujets. Donc, je vais vous présenter le sens d'agentivité. Donc, l'agentivité, en fait, est un sentiment que ressent l'individu lorsqu'il lie une modification qui s'est produite dans son environnement à son action. En fait, il correspond au sentiment non conceptuel d'être initiateur de son action et d'être responsable, en fait, de ses conséquences et de ses effets directs. Donc, en fait, notre objectif serait de démontrer que ce sentiment dépend en fait des capacités motrices de l'individu, mais également qu'une disposition à se sentir agent devrait influencer ces mêmes capacités sensorimotrices. Donc en fait, selon notre première hypothèse, il existerait un lien entre capacité sensorimotrice et le sens d'agentivité. Donc en fait, on pourrait s'attendre à ce que des individus avec un sens d'agentivité élevé devraient faire plus facilement le lien entre entre une action motrice et sa conséquence perceptive. Donc en fait, pour démontrer cette hypothèse, nous utiliserons la traduction française de la Scale of Agency qui a été effectuée par Jean-Christophe Moreau. Donc en fait, ce questionnaire est composé de 7 items. Donc pour chaque item, les participants devront indiquer en quelle mesure ils sont en accord avec ces propositions sur une échelle de Likert allant de 1 à 7, donc de pas du tout d'accord à totalement d'accord. Donc en fait, ensuite, les données seront analysées afin de calculer le sens d'agentivité positif qui correspond en fait aux expériences d'agentivité et le sens d'agentivité négatif qui correspond lui aux expériences de manque d'agentivité pour ensuite calculer le sens d'agentivité globale. Donc en fait, tous les sujets devront répondre à ce questionnaire au début de chaque passation, donc soit en format papier, soit sous format informatisé selon les passations. Donc en fait, pour tester le lien bilatéral entre l'agentivité et la sensorimotricité, nous utiliserons la théorie de l'apprentissage idéomoteur. Donc en fait, selon les théories idéomotrices, toute action volontaire qui vise à atteindre un objectif est guidée en fait par les anticipations sensorielles des effets de l'action. Donc en fait, l'étude expérimentale de ce processus d'anticipation est réalisée en fait à travers l'effet de compatibilité réponse-effet. Donc en fait, cet effet est observé dans un paradigme où on manipule le lien entre la réponse et l'effet produit par cette action. Donc en situation compatible, les actions produisent des effets qui sont prévisibles et qui partagent des capacités, des caractéristiques.
des caractéristiques en fait communes avec l'action. À l'inverse, en situation incompatible, les effets en fait produisent, les actions produisent des effets dont les caractéristiques sont totalement différentes. Donc, il a été prouvé que les individus en fait initient plus rapidement leur action lorsque celles-ci produisent des effets d'action compatibles. Donc, pour ce paradigme, 4 manipulations distinctes des caractéristiques de l'action motrice seront effectuées. Donc, on manipulerons l'affluence avec des essais compatibles et incompatibles, la prédictibilité avec 80% d'effets compatibles et 20% d'effets incompatibles, l'effort avec une variation de la résistance des touches de réponse, et enfin les contraintes motrices avec une immobilisation au niveau du poignet des 2 membres de chaque participant. Donc en fait, pour ce paradigme de compatibilité réponse-effet, nous demanderons au sujet de catégoriser des figures géométriques présentées visuellement à l'aide de touches de réponse qui seront latéralisées à droite et à gauche. Donc en fait, chacune des 4 expériences sera créée via le logiciel OpenSesame. Donc cette tâche étant basée sur un principe de paradigme de compatibilité réponse-effet, donc chacun des mappages compatibles et incompatibles sera implémenté dans un bloc, et ces blocs seront bien sûr contrebalancés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les sujets ont pour objectif d'identifier un cercle et un carré avec les touches latéralisées à droite et à gauche. Donc ces figures seront affichées au centre de l'écran, et l'attribution des touches de réponse correcte sera contrebalancée entre les sujets. Donc en fait, on demande aux participants d'être les plus rapides et les plus précis possibles dans leurs réponses. Donc une fois les participants prêts, donc un premier écran présentant un point de fixation pendant 1000 millisecondes sera affiché. Puis nous passerons à la présentation du stimulus cible pendant 500 millisecondes. Et durant ces délais, les participants doivent appuyer le plus vite possible sur les touches de réponse correspondantes. Donc l'ordre de présentation des stimuli sera par contre aléatoire. Et enfin, un effet sonore sera diffusé aléatoirement à travers un casque, donc à droite ou à gauche, pendant 250 millisecondes. Donc la compatibilité entre les réponses correctes et l'origine du son sera contrebalancée. Donc comme cela signifie, donc en condition incompatible, si le participant appuie sur une touche gauche, le son sera diffusé à gauche, et pour l'effet incompatible, ce sera l'inverse, une touche droite entraînera une diffusion du son à gauche. Donc en fait, à la suite de cette tâche, en fait, donc les temps de réponse et le nombre d'erreurs seront analysés afin de vérifier la présence d'un effet de compatibilité réponse-effet. Donc pour notre second axe, nous supposons en fait que si le sens d'agentivité est indexé sur les capacités sensorimotrices individuelles, on pourrait s'attendre à ce que la manipulation de ces capacités sensorimotrices influence le vécu de l'individu en tant qu'agent. Donc pour tester en fait cette hypothèse, nous rapporterons à la notion d'affordance évoquée par Tucker et Ellis en 1998, donc selon laquelle en fait la représentation d'un objet comprend non seulement la description de ses propriétés visuelles, mais également l'encodage des actions pertinentes par rapport à cet objet. Donc nous nous appuierons en fait sur un paradigme de compatibilité stimulus-réponse. Donc c'est un paradigme où les participants devront réaliser une tâche de catégorisation.
Donc chaque essai pourrait être considéré comme compatible ou incompatible en fonction de l'appariement entre la localisation de la touche de réponse et l'orientation de la partie préhensible d'un objet. Donc de la même manière que pour le premier axe, nous manipulerons dans 4 autres expériences les caractéristiques de l'action motrice. Donc fluence, prédictibilité, effort et contrainte motrice. Donc pareil que pour le premier axe, les participants au début de chaque passation devront répondre au questionnaire d'agentivité. Donc ensuite, ils devront réaliser une tâche inspirée des travaux de Cerati en 2020 afin de tester le Handle Response Compatibility Effect. Donc cette tâche sera également programmée via OpenSesame. Donc en fait, les stimuli-cibles consistent en fait en des photographies de 4 objets domestiques différents que vous pouvez voir ici. Donc une tasse à mesurer, des pichets, une théière et un arrosoir. Je l'ai enlevé celui-là. Donc en fait, la sélection a été faite en considérant le type d'objet, c'est-à-dire en fait la présence d'une fonction explicite correspondante à la partie préhensible et une autre où seule la partie préhensible est vraiment explicitée avec une fonction plus implicite. Et également, ces objets sont différenciés de par leurs matériaux, donc plastique ou métal. Donc les participants en fait ont pour objectif de catégoriser ces objets en fonction de leurs matériaux. Donc au début de leur expérience en fait, un point de fixation apparaît durant 1000 millisecondes. Ensuite, le stimulus est affiché de manière centrale pendant 300 millisecondes. Donc, pareil que pour le premier axe, les participants doivent répondre le plus rapidement et le plus précisément possible à l'objet appartenant à la catégorie correspondante. Donc, le mappage entre les réponses, les touches de réponse correctes et le matériau de l'objet seront contrebalancés. Donc, dans les essais compatibles poignée-réponse, la position de la poignée de l'objet et la touche de réponse correcte seront également compatibles, alors que dans les essais poignée-réponse incompatibles, la partie préhensible et la touche de réponse seront incompatibles, seront de côtés différents. Donc, pareil que pour le premier axe, les temps de réponse et le nombre d'erreurs sont analysés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes partis sur une approche plutôt fondamentale. Néanmoins, il reste toujours des perspectives qui peuvent être envisagées à partir de cette thèse, surtout dans le domaine de l'ergonomie physique et cognitive, et plus précisément dans l'aménagement en fait, d'espace. Donc, un handicap moteur se caractérisant par une interaction en fait, spécifique entre un individu avec une atteinte motrice partielle ou totale et son environnement, il devient parfois difficile pour ces individus d'agir dans leur espace. Donc, dans le cas par exemple d'une salle de classe, en fait, la distribution de l'espace et l'accessibilité au matériel peuvent ne pas être adaptés aux difficultés motrices, ce qui ajoute une contrainte supplémentaire pour cette population spécifique qui peut freiner leur adaptation et, dans le cas d'une salle de classe, leur apprentissage. Donc, traditionnellement, la remédiation de ces difficultés est plutôt envisagée dans une approche, disons physique, en fait, du handicap moteur, où il s'agit en fait soit de modifier l'environnement par des aménagements spécifiques, soit de compenser la perte motrice avec des assistances technologiques ou humaines. Le problème, c'est que cette approche il existe avec cette approche un manque de généralité et d'universalité. Donc en fait, ce qui semble être le plus approprié, c'est de proposer une approche alternative davantage centrée sur la personne, en s'appuyant plus sur des processus psychologiques, permettant en fait la mise en place
la régulation et le maintien d'une interaction. Donc l'enjeu serait vraiment de permettre à ces personnes en situation de handicap de mieux percevoir en fait leur pouvoir d'action de manière plus adaptée à la situation et à leurs objectifs. Donc en fait, selon nous, le sentiment d'agentivité pourrait remplir ce rôle en étant un prédicteur vraiment des potentialités d'action de l'individu. Donc, en fait, le sentiment d'agentivité pourrait vraiment être utilisé comme un indice en fait de la qualité des interactions de l'individu, enfin des individus avec leur environnement aménagé en fait. Donc, si je reprends l'exemple d'une salle de classe, mesurer le sens d'agentivité permettrait vraiment de déterminer si l'environnement et le matériel qui est mis à disposition favorise vraiment les interactions et permet à l'individu d'être davantage autonome et donc ainsi de mieux répondre à ses besoins et de faciliter, si je reprends toujours le même exemple, l'apprentissage. Voilà, à peu près.